Dans le magazine du 20h, nous revenons aujourd'hui sur le tremblement de terre qui a frappé l'ouest de la France le 16 juin 2023. Un séisme d'une magnitude de 5 avait ravagé la commune de Laleigne en Charente-Maritime sans faire de victimes. 2 ans plus tard, des dizaines de maisons fragilisées restent inhabitables. Les habitants ont dû partir. La vie de ce village a été bouleversée. C'est le grand format d'Antoine Morel et Eléa Timen. Sa maison, Mathieu Priez l'a achetée il y a 4 ans. C'est ma chambre. C'est ma chambre qui est en train de tomber là. Il assiste, résigné, à sa démolition. C'est une page du livre de mon histoire qui se tourne. Sur le plan psychologique, c'est un peu violent en fait. À l'intérieur, Je peux ? on distingue encore les fissures apparues à la suite du tremblement de terre. Des dégâts irréparables, selon les experts. Là-bas, j'avais un petit fauteuil où j'aimais bien bouquiner. Ici, il y avait un poêle à bois. Et de l'autre côté, là-bas, c'était notre coin salon. Voilà, on regardait des films. Et ici, mon fils faisait des dessins. C'est vrai qu'il y reste quelques traces. Je t'aime. Finalement, c'est ce qui nous porte ça. Attends, on va s'en aller, parce que ça va s'en aller. Bon, bah, j'ai plus de salon. Merci. À la Grève-sur-le-Mignon, Cranchaban, Laleigne, dans une dizaine de communes à l'ouest de Niort, les chantiers de démolition rythment le quotidien, depuis une catastrophe naturelle venue des profondeurs de la Terre. 16 juin 2023, 18h38, 3 secondes de puissante secousse captées par des caméras de surveillance. À Laleigne, tout près de l'épicentre du séisme, la soirée se transforme en cauchemar. Il n'y a pas de laisser, c'est matériel. La véranda, je ne sais même pas si les panneaux solaires, ça pas... Et puis on ne peut pas rentrer chez nous, hein. On ne sait même pas ce qu'on doit faire. Mode de stress, panique. Aucune victime, mais près de 150 familles à la rue, la moitié des bâtiments endommagés. Alors, pourquoi ce séisme a-t-il causé autant de dégâts ? Que deviennent les sinistrés ? Comment les communes font-elles face à l'ampleur des travaux ? 2 ans après le tremblement de terre, une vingtaine de sinistrés dort toujours dans ces mobil-homes mis en place par l'État. Béja, tu apportes ? Julie Lozniewski, 29 ans, est hébergée dans ce bungalow de 24 mètres carrés. La vie ici, c'est exigu, la chambre, c'est exigu. Faire son ménage, c'est compliqué aussi. Passer les portes, c'est des épreuves. Ce séisme, il a bouleversé votre vie. Alors, il a très clairement bouleversé ma vie dans le sens où moi, je suis née ici. J'ai grandi ici. La maison où je vivais, c'était une maison de famille. Je voudrais avoir les claquer des doigts et pouvoir me dire, il y a des solutions. Avant le séisme, la jeune femme originaire de Laleigne, sans emploi, avait l'habitude de venir séjourner régulièrement dans la maison de sa grand-mère. Mais comme une quarantaine d'autres habitations de la commune, celle-ci doit être démolie. Déjà, on voit très clairement les fissures sur le crépi, sauf que c'est pas uniquement des fissures sur l'enduit, c'est aussi à l'intérieur. Les murs menacent de s'effondrer. La cheminée brisée nette témoigne de la violence des secousses. Seule solution pour Julie Lozniewski, accepter une offre de relogement dans sa famille à plus de 100 km de Laleigne. Elle doit quitter le village de son enfance. Un village où la vie quotidienne est encore bouleversée par le séisme. La trentaine d'enfants de l'école est toujours accueillie dans ces structures modulaires depuis 2 ans. Le maire de Laleigne, Philippe Pelletier, a dû fermer tous les bâtiments publics de la commune. On arrive où là ? Là, on arrive à l'école. À l'ancienne école, va-t-on dire. Des renforts soutiennent toujours le mur de l'école interdite d'accès. Les murs sont lézardés et toujours aucun projet de reconstruction en vue. Vous avez connu cette école, monsieur le maire ? Ah ben, j'ai été à l'école ici, j'étais là. J'ai commencé dans la classe là-bas. C'était commencé par le cours préparatoire, puis après ici. L'assurance a versé plus de 3 millions d'euros d'indemnités à la commune pour l'ensemble des dommages liés au séisme. Mais l'église à elle seule nécessite près de 2 millions d'euros de travaux.
Et des contreforts, tout a souffert. Ce jour-là, le maire doit constater l'ampleur des dégâts avec les bénévoles de la Fondation du patrimoine. Bonjour, ça va? Ça reste triste, hein? Oui, c'est ça, ça reste triste. Seul monument historique classé à la Laigne, le sort de l'église du XVIIIe siècle est toujours incertain. Les pierres, en tombant sur le toit, ont défoncé le toit et défoncé le faux plafond. Heureusement qu'il n'y avait personne, sinon ça aurait été une catastrophe. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur maison, qui ont été quand même très affectés. En même temps, voir l'église dans cet état-là, en même temps, voir le cimetière et des tombes de leurs parents ou de leurs grands-parents qui sont défoncés, ça fait un tout, voilà, ça fait beaucoup quoi, pour les gens. Ce tremblement de terre de magnitude 5 entre la Charente-Maritime et les Deux-Sèvres est d'une ampleur exceptionnelle en France. Ressenti jusqu'à Rennes et Bordeaux. Tout commence à 5 km de profondeur, dans une faille inconnue jusque-là des scientifiques. L'énergie libérée se transforme alors en onde de choc et vient déstabiliser la structure des bâtiments. 3 mois après la démolition de sa maison, Mathieu Priez, lui, a choisi de reconstruire au même endroit avec l'argent de l'assurance. Et cette fois, la maison sera aux normes parasismiques, plus sûre, mais plus chère. Ça fait 55 mètres carrés de moins qu'avant. Voilà. Reprendre notre vie d'avant, c'était tellement le critère indispensable en fait. Reprendre le calme, la tranquillité et puis voilà. Selon les pouvoirs publics, d'ici 18 mois, tous les sinistrés du tremblement de terre auront regagné leur domicile. Un tel séisme n'est pas fréquent en France. Sommes-nous sur une zone à risque? Qu'est-ce qui provoque, explique les tremblements de terre? Explication de Nicolas Châteauneuf. Un tremblement de terre est une libération brutale d'énergie dans la croûte terrestre. Cette énergie provient du cœur de notre planète. Les éléments radioactifs présents depuis 4,5 milliards d'années génèrent une chaleur phénoménale, 5000 degrés dans le noyau. Cette chaleur crée des mouvements qui font se déplacer la croûte qui recouvre notre planète. Mais cette croûte n'est pas uniforme. Elle est divisée en grandes plaques, dites tectoniques, comme les pièces d'un puzzle. Ces plaques bougent de quelques centimètres par an. Elles s'entrechoquent, se chevauchent, parfois glissent les unes sous les autres. C'est dans les zones de frottement, le long de leurs frontières, qu'on enregistre la plupart des tremblements de terre et les éruptions volcaniques. Allons voir de plus près. Quand deux plaques sont bloquées dans leur mouvement naturel, le long d'une faille par exemple, l'énergie et les tensions s'accumulent, parfois pendant des siècles, jusqu'à la rupture soudaine. L'énergie accumulée se libère d'un coup, sous la forme d'ondes sismiques qui font trembler le sol. Les forces en jeu sont colossales. En 2011, lors du séisme de Tohoku au Japon, l'énergie libérée équivalait à celle de 8000 bombes d'Hiroshima. Et la France? Eh bien, notre pays se trouve sur la plaque eurasienne, mais assez loin de ses frontières. Le risque sismique est donc modéré et principalement lié à la poussée vers le nord de la plaque africaine de 7 mm par an. Sur la carte de France, les deux régions les plus exposées sont les Alpes et les Pyrénées. Dans le Jura, les Vosges, l'Alsace et le Nord-Ouest, le risque de tremblement de terre existe, mais il est moins important. La menace la plus forte se trouve aux Antilles. La Guadeloupe et la Martinique sont très proches de failles sismiques. En 1843, un tremblement de terre de magnitude 8 avait totalement détruit Pointe-à-Pitre et causé la mort de 3000 personnes. Certains séismes peuvent être provoqués par des éruptions volcaniques. En Islande, depuis novembre 2023, la commune de Grindavik vit un cauchemar. Du magma se déplace sous la croûte terrestre et provoque des centaines de séismes. La ville a été évacuée à plusieurs reprises et ressemble à une ville fantôme. Ambroise Boulais et Léna Soudre. Grindavik. Il y a 1 an et demi, c'était l'une des 12 communes les plus peuplées d'Islande. Un port de pêche dynamique de 4000 habitants. Aujourd'hui, c'est une ville balafrée, fissurée. Les commerces sont fermés, les produits encore alignés dans les rayons, comme si le temps s'était arrêté. Aux fenêtres des maisons, un mot écrit à la hâte en islandais. Parti. Une ville désertée, méconnaissable pour ceux qui y ont grandi.
Ça fait bizarre de conduire par ici. Il n'y a plus personne, plus de supermarchés, plus de pharmacies. C'est une ville fantôme. Ici, la vie est rythmée par les alarmes, les évacuations et les secousses depuis 18 mois. Le 10 novembre 2023, Grindavik subit plus de 200 tremblements de terre en quelques heures. La terre s'ouvre, le bitume se déchire. La ville est évacuée en urgence. Après 800 ans en sommeil, un volcan se réveille dans le sud-ouest de l'Islande. Les mois suivants, 8 éruptions se succèdent. La lave en fusion jaillit à quelques centaines de mètres du village. Elle engloutira des routes et au moins 3 maisons. Mais ce sont les tremblements de terre qui ont fait le plus de dégâts. Regardez la différence de hauteur. Le chemin est coupé en deux. Plus d'une soixantaine de maisons sont irréparables. Certaines penchent dangereusement. La faille passe sous chacune de ces maisons. La plupart vont être démolies. Þormar Omarsson a eu de la chance. Sa maison à lui est restée intacte. Pourtant, il ne peut pas y retourner. Je n'ai plus les clés. Elle ne m'appartient plus. C'est la propriété de l'État islandais. Car l'État a racheté presque toutes les résidences principales de Grindavik. Comme ses voisins, Þormar a déménagé dans une commune limitrophe. Même ceux qui ne voulaient pas vendre à l'État sont presque forcés de le faire. Parce que vous ne voulez pas être le dernier à posséder une maison ici. Et c'est pareil dans toute la rue. Il n'y a plus personne ici. Maintenant, l'État possède tout ça. Si l'État islandais a déboursé plusieurs centaines de millions d'euros pour racheter 1000 maisons, c'est avant tout pour permettre aux habitants de se reloger ailleurs. Un effort inédit pour une commune qui représentait 1% de la population islandaise. Quand Grindavik sera jugé à nouveau habitable, les anciens propriétaires auront la priorité pour racheter leur logement au prix du marché. Mais dans la salle des fêtes, où se réunissent les voisins d'hier, ils sont peu nombreux à se voir revivre ici. Il y a toujours une part de risque. Et nous ne voulons pas y exposer nos enfants. J'ai des enfants qui vont à l'école. Et tant qu'il n'y a pas d'école, ça semble difficile de revenir. Sans y vivre à plein temps, beaucoup sont tout de même revenus travailler à Grindavik. Sur le port, l'activité redémarre. La pêche repart. Mais l'industrie du poisson, moteur de la région, a été ébranlée par les séismes. Cette ferme aquacole, qui élève de l'omble chevalier, un cousin du saumon, était en pleine croissance. Pour son patron, Grindavik avait tous les atouts. Un emplacement idéal, à 2 pas du port et de l'aéroport, une énergie bon marché grâce à la géothermie. Mais c'était sans compter les tremblements de terre. Voici l'un des bassins d'élevage endommagés. Les parois se sont détachées du fond et l'eau a commencé à fuir. Ça a tué 75 tonnes de poissons, ce qui représente un demi-million d'euros. Pour une petite entreprise comme la nôtre, c'est énorme. Les pertes auraient été plus lourdes encore si les autorités n'avaient pas rapidement édifié des murs de terre pour canaliser la lave. Ces digues érigées en urgence ont permis de sauver une partie de la ville des coulées de lave. Mais Grindavik est-elle tirée d'affaire? Combien de temps faudra-t-il avant que le volcan se rendorme? Quelques mois, quelques années, quelques décennies? Personne ne peut vraiment le prédire. À Reykjavik, la capitale, l'Institut Météo ne surveille pas seulement les tempêtes, mais aussi 24 heures sur 24, les soubresauts de la croûte terrestre. Encore un à 15h51. Ça en fait une soixantaine aujourd'hui. L'analyse de l'activité sismique a permis à ces chercheurs de donner l'alerte quelques heures avant la dernière éruption, il y a 2 mois. Et ce n'est pas terminé. Cette zone très étendue en bleu continue de gonfler. Le sol monte. L'explication, c'est qu'en profondeur, quelque chose pousse vers le haut. Et ce qui pousse, c'est du magma qui s'accumule sous la surface. Face à la menace, certains choisissent de se réinventer. Avec ou sans lunettes de soleil? Kristin Birgisdottir a perdu son emploi à la mairie de Grindavik quand la ville s'est vidée. Mais plutôt que de tourner la page,
elle a décidé de transformer la dévastation en opportunité. Ce restaurant a été très endommagé. Sur les réseaux sociaux, elles mettent en valeur les cicatrices de la catastrophe pour, dès cet été, en faire un parcours touristique. On essaie de survivre. Or, si on n'attire pas de touristes, la ville ne renaîtra pas. C'est important qu'on ne se fasse pas avaler par les grosses agences de voyage et que cette opportunité ne nous échappe pas. Nous devons nous en emparer avant que d'autres ne le fassent à notre place. Grindavik n'est plus la même. Mais entre les stigmates, une nouvelle vie est en train d'éclore. La terre peut trembler, mais l'espoir des Islandais reste inébranlable.